Les derniers jours de Frédéric II, l'empereur pourri vivant, entouré de médecins et de faucons, XIIIe siècle, Saint-Empire romain germanique. Dans une pièce sombre en pierre, où même le feu dans l'âtre semblait humide, il y avait une odeur de chair en décomposition, de vinaigre et de jaune d'œuf. L'un des serviteurs écrivit plus tard: Nous sommes entrés avec des tissus sur la bouche. Son souffle se décomposait sous nos yeux. C'était déjà un homme mort qui pouvait encore parler. L'empereur Frédéric, souverain du Saint-Empire romain germanique, conquérant, bâtisseur, philosophe, chasseur et apostate, gisait sur un lit de pierre, entouré d'oreillers et de fourrures. Mais le froid avait déjà envahi son corps. Des faucons se tenaient autour de lui, perchés sur leurs poteaux dans la chambre, vestige de son ancienne passion pour la fauconnerie. À présent, les oiseaux s'agitaient nerveusement, sentant l'odeur de la mort. L'empereur tomba malade début novembre à Castelfiorentino, à la frontière des Pouilles. Au début, il se sentait faible, avait l'estomac lourd et était constamment pris de vertige. Plus tard, il développa de la fièvre et du pus commença à suinter de son aine et de son anus. Les médecins diagnostiquèrent un abcès interne causé par un effort mental et physique excessif. On commença à lui faire des saignées. 2 fois par jour, on lui coupait les veines du poignet avec un couteau tranchant, préalablement réchauffé avec des chiffons pour faciliter l'écoulement du sang. Les veines avaient du mal à s'ouvrir et, au lieu d'un sang noir et sain, un liquide épais et nauséabond s'écoulait du corps de Frédéric. Son pouls est irrégulier, son haleine fétide, son urine trouble et grasse, son esprit embrumé. L'empereur demande: Ai-je déjà été empoisonné? Combien de jours me reste-t-il? Écrivit l'un des médecins de la cour, un moine nommé Thomas de Spolète. Il prescrivit une pommade à base de bile de chèvre et de vin écrasé mélangé à du vinaigre, qui fut appliquée sur les cuisses, où des changements nécrotiques de la peau avaient déjà commencé. Sa chair était noircie de taches, comme les victimes de la peste, bien que celle-ci n'ait pas encore atteint le sud de l'Italie cette année-là. Les serviteurs commencèrent à porter des masques faits de chiffons imbibés de vinaigre et de miel. L'un d'eux, Augustin, rapporta plus tard que, au matin, il était impossible de rester dans la pièce sans vomir. Il ne pouvait plus se tenir debout, mais appelait l'alchimiste, puis le fauconnier, puis exigeait des livres sur les signes du ciel. Il croyait que la maladie était causée par les planètes, mais en même temps, il accusait les Juifs de sorcellerie et exigeait l'exécution du cuisinier. L'alchimiste Abramo de Salerne apporta des décoctions d'arsenic, de cendres et de foie de moineaux séchés, infusés dans du miel et de l'alcool. Ces potions provoquèrent des hallucinations chez l'empereur. Il affirma avoir vu un moine noir assis au pied de son lit et ordonna aux gardes de barricader toutes les fenêtres avec des barres de fer. Dans son sommeil, il appela sa mère décédée et, selon ses serviteurs, murmura des malédictions en latin, bien que personne ne puisse dire s'il parlait réellement ou s'il marmonnait avec sa langue en décomposition. L'astrologue de la cour refusa d'entrer dans les appartements. Dans une lettre adressée à l'archevêque de Tarente, il écrivit: Le moment de sa naissance coïncidait avec l'ascension de Saturne dans un degré destructeur. Mourir à la conjonction de 2 étoiles noires est un signe de punition. Je n'entrerai pas. Sur les 9 médecins de la cour, seuls 3 restèrent. L'un mourut de fièvre et les 2 autres s'enfuirent pendant la nuit, sans attendre la punition pour leur remède inefficace. L'accès au corps était strictement limité. Des gardes se tenaient à l'entrée et ne laissaient entrer que les personnes qui avaient signé un registre. L'héritier, Conrad, ne vint pas, mais envoya des rapports. La noblesse allemande, qui s'était précédemment rassemblée dans les Pouilles, se dispersa. Seules les servantes étaient autorisées à entrer dans les appartements pour changer les draps, qui étaient brûlés chaque soir. Le tissu retiré du lit sifflait comme s'il avait été trempé dans de l'acide. La peau de ses pieds commença à se fissurer. Sous ses aisselles, des plaies bordées de verre d'où émergeait une masse vermiforme. L'un des médecins, nommé Giovanni, ouvrit les plaies avec un fer rouge. L'empereur ne cria pas. Il se contenta de fixer le plafond et dit une seule fois: Si c'est l'enfer, pourquoi suis-je encore en vie? Il ne pouvait plus écrire, mais il dictait des ordres à son secrétaire, exigeant que les évêques excommunièrent ceux qui avaient quitté sa cour. Il déclara qu'il brûlerait vif quiconque le qualifierait d'hérétique, et ordonna que l'or soit enterré dans le jardin du château. La légende raconte qu'il demanda à un faucon,
un vieux mâle à l'aile brisée, de rester sur sa poitrine après sa mort. À la mi-décembre, il commença à avoir des convulsions. Il ne reconnaissait plus ceux qui l'entouraient. Son secrétaire écrivit dans son journal: il croyait parler à son père décédé depuis longtemps. Il appela saint Paul et ordonna une fois qu'un nain, qu'il prenait pour le diable, soit enchaîné. Le nain fut battu et mourut en prison. La température corporelle de Frédéric atteignit un état fébrile. Son urine devint noire avec un sédiment et sentait le goudron et le vinaigre. Les médecins diagnostiquèrent une gangrène qui se propageait dans la partie inférieure de son corps. Dans ses derniers jours, sa poitrine sifflait comme un soufflet de forgeron cassé. Son visage était noir, ses yeux enfoncés. Une joue commença à se décomposer alors qu'il était encore en vie. Il demanda un miroir, mais lorsqu'il vit son reflet, il le frappa avec sa main. Les éclats lui coupèrent la paume, d'où coula un épais pus noir à la place du sang. Le témoignage de Maddalena, une servante, dit: le troisième jour avant sa mort, il a appelé un prêtre, mais il a craché par terre et a dit: où était ton Dieu quand la mort m'a frappé? Il est mort à l'aube, personne ne sait à quelle heure exactement. Le défunt gisait, la bouche ouverte, les doigts recroquevillés et la peau ressemblant à celle d'un chien en décomposition. Ils ont immédiatement commencé à laver son corps, mais ses doigts étaient déjà morts, ses ongles tombaient et ses orbites étaient noires. Des épices, du vinaigre, de la résine et des tissus épais ont été utilisés pour l'embaumement. Il est rapporté que pendant les 2 premières heures, le corps dégageait une odeur si nauséabonde que 3 soldats sont sortis dans la cour, se sont effondrés et ont commencé à vomir du sang. Le château fut fermé pendant 3 jours. Officiellement, c'était pour achever l'embaumement. En réalité, c'était pour cacher l'étendue de la décomposition. Lorsque le corps fut transporté, un liquide coulait sous le linceul. On disait que son cœur avait déjà éclaté. Les serviteurs le transportaient sur de longues perches afin de ne pas le toucher avec leurs mains. Après la mort de Frédéric, des émeutes éclatèrent dans le nord de l'Italie. Son héritier, Conrad, refusa de se rendre dans le sud, et l'évêque de Palerme déclara qu'il ne reconnaissait pas la volonté de l'empereur. L'or enterré dans le jardin ne fut jamais retrouvé. Pendant plusieurs semaines, des rumeurs circulèrent selon lesquelles Frédéric était vivant, qu'il était parti chez les Sarrasins et préparait son retour. Le peuple croyait qu'il était immortel, comme un héros antique, et que le mort exposé dans le cercueil était un substitut. L'Église se réjouissait. Le pape annonça officiellement que l'ennemi de Dieu avait reçu son juste châtiment et ordonna 3 jours de prière solennelle à Rome. Cependant, des tracts apparurent parmi le peuple disant: si l'ennemi de Dieu a mis si longtemps à mourir, qu'est-ce qui nous attend si nous péchons, ne serait-ce que d'un cheveu? L'Empire fut ébranlé. 3 prétendants différents se disputèrent le trône. Les terres du Sud se rebellèrent. Des massacres de Juifs accusés d'avoir empoisonné l'eau, les puits et le vin commencèrent. Le cadavre de Frédéric, dans le mausolée de Salerne, fut entouré d'une grille en fer pour l'empêcher de se relever. Un traité médical trouvé plus tard dans un monastère de Monte Cassino expliqua la mort de l'empereur par une gangrène intestinale avancée avec fièvre putréfactive systémique causée par une infection chronique. L'auteur ajouta: mais si la décomposition a commencé de son vivant, elle n'était peut-être pas uniquement physique. La décomposition ne s'arrêta pas avec la mort. 2 jours après son dernier souffle, le corps de Frédéric commença à gonfler. Sa poitrine se fendit le long de la couture réalisée par un embaumeur local et un liquide saturé de putréfaction s'écoula sur le sol en pierre. Tous ses organes internes n'étaient pas restés à l'intérieur. Son cœur avait été retiré, mais son foie et une partie de ses intestins avaient été laissés par négligence. Les médecins se disputèrent. Certains disaient qu'il était dangereux de tout retirer, d'autres que c'était trop tard. L'odeur était si nauséabonde que même les gardes étaient changés toutes les 2 heures. Le corps fut enduit d'une résine chaude mélangée à de la cannelle, de l'eau cendrée et de la graisse de poulet. Des couches de tissu ciré furent placées dessus et fumigées avec un mélange d'encens et de poussière d'os. L'un des serviteurs, Nicolai, écrivit dans son rapport: nous n'avons pas couvert le visage avec un tissu, mais nous l'avons aspergé d'huile. Les yeux ont éclaté et les dents sont sorties à travers les lèvres pourries. Ce n'était plus un être humain. Pendant que l'on s'efforçait de préparer le corps pour l'exposition publique,
La lutte pour le trône faisait rage. Conrad, le fils issu du second mariage, refusait de se rendre à Salerne, craignant pour sa vie. Il redoutait un complot, et non sans raison. Une lettre de l'archevêque de Mayence contient la phrase suivante. Un lion mort n'est pas à craindre, mais ses griffes sont encore enfoncées dans la chair des hommes. Son demi-frère Enzo, emprisonné à Bologne, fit savoir par l'intermédiaire d'un moine soudoyé qu'il se reconnaissait comme héritier et exigeait sa libération immédiate. Au même moment, des rumeurs se répandirent dans les Pouilles selon lesquelles la mort n'était pas naturelle. L'évêque de Trani envoya secrètement des lettres déclarant « Frédéric n'est pas mort de vieillesse, mais d'un poison mélangé à son vin par un apothicaire sarrasin. Le même homme a disparu la nuit précédant sa mort. » Le corps continua d'être gardé. La nuit, 2 hommes tentèrent de s'introduire dans les appartements sur ordre de l'archiviste, qui voulait récupérer des documents personnels. L'un fut capturé, l'autre tué sur place. Même dans la mort, l'empereur continuait d'inspirer la peur. Tandis que le corps en décomposition était conservé sous un voile de mensonges et de résine, la machine politique s'effondrait. Des lettres arrivèrent d'Allemagne de la part de princes qui ne voulaient reconnaître ni Conrad ni les autres prétendants. L'un des nobles, Otto von Landsberg, écrivit « Frédéric était maudit, et la terre qu'il a vue naître restera sans héritier. » Des troubles balayèrent les villes, les artisans refusaient de payer leurs impôts, accusant la noblesse locale d'avoir provoqué la colère de Dieu en soutenant un hérétique. Dans les derniers jours de sa vie, comme on l'apprit plus tard, l'empereur signa un document mystérieux dans lequel il transférait une partie de ses pouvoirs, non pas à Conrad, mais à Jacob le Sarrasin, un ancien conseiller en alchimie. On tenta de brûler ce document, mais l'un des clercs en conserva une copie. Elle fut retrouvée 1 an plus tard dans le sous-sol de la cathédrale de Bari. Le décret stipulait « Que ma volonté soit faite et que le trésor soit caché selon les paroles des étoiles ». Ce document fut reconnu comme un faux, mais son existence alimenta les rumeurs selon lesquelles l'empereur aurait cru en l'astrologie plutôt qu'en Dieu jusqu'à sa mort. Les serviteurs qui s'occupaient de lui furent interrogés. Beaucoup disparurent ou moururent de maladies étranges. Un seul, un vieil eunuque de Palerme, osa dire ce qu'il pensait. Il est mort comme un homme maudit. Sa chair empestait, son haleine faisait trembler les murs, et même les oiseaux s'enfuyaient de la tour où il gisait. Les funérailles eurent lieu dans la nuit, en présence de quelques personnes seulement. Le cercueil était lourd, rempli de plomb et de résine. Sur le chemin du mausolée, il glissa 2 fois du char. L'un des chevaux s'effondra et ne se releva pas. À l'entrée du tombeau, le corps fut laissé tomber. Personne n'a admis s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte intentionnel. Les serviteurs restaient silencieux. Le prêtre était pâle. Il n'y eut aucun adieu. Les gens ne s'approchèrent pas du cercueil, ne jetèrent pas de fleurs, ils se contentèrent de répandre du vinaigre autour de la dépouille. Pendant ce temps, dans les États pontificaux, c'était une joie effrénée. Le pape, qui avait auparavant déclaré Frédéric hérétique, envoya des lettres contenant la phrase suivante. « Le fléau de la couronne de fer est tombé. Nous pouvons enfin respirer. » Mais la peur persistait. Au cours des semaines suivantes, des monastères de toute l'Italie signalèrent des cas d'épuisement collectif, de refus de s'alimenter et d'autoflagellation. Les gens craignaient que la mort de l'empereur ne déclenche une série de malédictions. Des rumeurs se répandirent dans toute l'Allemagne et l'Italie. On racontait que l'empereur était ressuscité et errait dans les forêts, vêtu d'une robe noire. À Naples, un moine affirma avoir vu un corps enchaîné marcher dans les rues la nuit, dégageant de la vapeur. En Apulie, une légende voulut que le cercueil était vide, que le corps avait disparu et serait retrouvé lorsque le mal ressurgirait. Il était plus facile de croire cela que d'admettre que le roi était mort dans la saleté et la solitude. Des luttes éclatèrent au sein de l'Empire. Les seigneurs féodaux levèrent des armées les uns contre les autres, et les villes se déclarèrent indépendantes. Conrad tenta de se maintenir au pouvoir, mais il était craint comme le fantôme de son père. Les évêques refusèrent de le couronner, invoquant le sang souillé qui restait du corps de Frédéric. Plusieurs princes quittèrent la curie romaine,
accusant le pape d'avoir empoisonné l'empereur. Une nouvelle vague de massacres de Sarrasins, de Juifs et de médecins commença. Les cendres de Frédéric ne reposèrent pas en paix. Un mois après l'enterrement, le mausolée fut ouvert, soi-disant pour inspection. Les archives n'ont pas conservé le document exact, mais des lettres de 2 témoins confirment que seul un cocon de goudron et une tache sur la pierre restèrent du corps. La tête était séparée, la peau tombait et l'odeur était si forte qu'un des soldats en mourut. Les restes furent à nouveau scellés, enfermés et entourés de croix. Mais il était trop tard. La mort de l'empereur n'apporta pas l'ordre, mais la décadence, non pas physique, mais politique. Sa chair pourrit, mais la peur qu'il inspirait resta entre les murs. Et même des années plus tard, lorsqu'un nouveau souverain entra dans ce même château, son courtisan, selon la légende, s'évanouit à la vue d'une plume noire, accidentellement laissée sur le trône. C'était la plume d'un faucon qui s'était autrefois posé aux pieds de l'empereur mourant. Je poursuis avec la troisième partie de l'histoire, dans le même style documentaire et factuel. Le récit reste cohérent et révèle de nouveaux détails, les conséquences de la mort, les échos de la peur, la décadence religieuse et politique, la lutte pour le pouvoir, le retour des rumeurs, l'enlèvement du corps, de nouvelles victimes et l'émergence d'adeptes du culte. Tout est tissé dans la chronologie comme une chronique unique et ininterrompue. 3 mois après la mort de l'empereur, l'odeur dans les chambres du Castel Fiorentino n'avait pas disparu. Les serviteurs rapportaient que même après que le corps eût été enlevé, après que les murs eurent été nettoyés à plusieurs reprises et que les meubles eurent été remplacés, une odeur aigre rappelant la viande en décomposition s'échappait de sous le sol en pierre pendant la nuit. L'archevêque de Tarente ordonna un rituel de purification du lieu. 2 vieux moines furent amenés, qui passèrent toute la nuit à lire des psaumes et à fumiger les salles avec de l'encens et du soufre. L'un d'eux mourut le lendemain matin d'un œdème pulmonaire. Le second devint sourd. Les rapports de la garde municipale font état de cas où des habitants des villages voisins refusaient de s'approcher du château. Un fermier affirmait entendre la nuit des battements d'ailes dans la tour. Il n'y avait pas d'oiseaux. Le château resta vide. Aucun des héritiers ne s'y installa. Il devint un lieu que même les chars des pèlerins évitaient. Pendant ce temps, à Naples, sur ordre de Conrad, les papiers du défunt furent confisqués. Parmi eux se trouvaient des dizaines de textes cryptés, des recettes, des calculs basés sur les phases de la Lune, des croquis d'un élixir d'invulnérabilité et des lettres adressées à des inconnus et signées uniquement des mots « Je suis César du futur ». L'un des documents envoyés à Palerme contenait une liste de 62 noms. 4 d'entre eux étaient morts du vivant de l'empereur, les autres furent tués dans l'année qui suivit sa mort. Tous étaient liés à des affaires d'alchimie ou d'astrologie à la cour. Sur les 7 serviteurs présents à la mort de l'empereur, seuls 2 survécurent. L'un était Guido, un cordonnier qui s'enfuit à Gênes. Le second, Ulrich, un ancien écuyer, fut retrouvé mort dans un monastère de Bénévent. Un morceau de tissu, supposément cousu à partir de la couverture de l'empereur, fut retrouvé dans sa gorge. Selon les registres médicaux du monastère, ses entrailles étaient noires comme la terre et sentaient le soufre. Le prêtre refusa d'enterrer le corps, qui fut brûlé sans cérémonie. La panique s'ensuivit. Des rumeurs se répandirent dans toute la Pouille, selon lesquelles Frédéric était devenu le seigneur des morts, que son âme n'était pas allée vers Dieu, mais était restée dans le palais. Des pèlerins apparurent à Salerne. Des hommes vêtus de capuches noires qui restaient silencieux pendant la journée et allumèrent des feux devant la tombe pendant la nuit. Les prêtres brûlèrent plusieurs de ces groupes comme hérétiques. L'un d'eux, capturé à Achères, déclara lors de son interrogatoire « Nous ne prions pas Frédéric, nous le craignons. Il reviendra chercher ceux qui ont trahi son corps. » Au même moment, Conrad promulgua un décret stipulant que toute mention de l'alchimie à la cour était punie de mort. Cela provoqua une scission parmi les anciens courtisans. Ceux qui s'étaient adonnés à l'alchimie et à l'astrologie sous Frédéric commencèrent à disparaître. Certains trouvèrent de refuge dans des monastères en Sicile. Là, des réunions secrètes commencèrent à se former, essentiellement des sectes qui affirmaient que la chair de Frédéric n'était pas morte, mais avait été transformée.
Il croyait que sa maladie était une épreuve et que sa mort était une transformation. À cette époque, le pape publia une bulle interdisant à quiconque d'être enterré à moins de 100 pas du mausolée de Frédéric. Il déclara: Sa mort n'est pas la fin, mais une plaie ouverte. Jusqu'à ce que ses cendres soient détruites, la pourriture se répandra dans tout le monde chrétien. Plusieurs ambassadeurs allemands exigèrent que Conrad réanime le corps. Il refusa. À Rome, des sermons ouverts contre l'influence contagieuse du défunt empereur commencèrent. L'un des prédicateurs, frère Félix, affirma avoir vu en rêve le cercueil de Frédéric s'ouvrir et de la fumée s'en échapper, réduisant toute la ville en cendres. Il fut brûlé pour hérésie, mais la foule ne fit que grossir. Dans le sud de l'Italie, les monastères commencèrent à s'entourer de murs de pierre pour empêcher les possédés d'entrer. En mai de l'année suivant sa mort, une exhumation secrète du mausolée fut effectuée. Selon la version officielle, cela avait pour but de renforcer les fondations. En réalité, il s'agissait de s'assurer que le corps se trouvait toujours dans le cercueil. 7 personnes étaient présentes, 3 ecclésiastiques, 2 soldats, un secrétaire et Conrad lui-même. Le secrétaire, dont les notes finirent par être conservées dans les archives de Padoue, décrivit la scène suivante. Lorsque le couvercle en plomb fut retiré, de la vapeur s'échappa de l'intérieur. Le tissu était intact, mais le visage ressemblait à la peau d'un animal rôti. Les yeux avaient disparu, la langue était décomposée. Et pourtant, il me semblait que la bouche était plus ouverte qu'elle n'aurait dû l'être, comme s'il respirait. 2 jours après l'ouverture, l'un des soldats se suicida. Un autre mourut de fièvre. Conrad fut victime d'une crise d'épilepsie. Il resta inconscient pendant 3 jours. Lorsqu'il reprit conscience, il décréta que le tombeau serait scellé à jamais, enfermé dans une cage en fer, et que les portes seraient fumigées quotidiennement avec du soufre. Mais les rumeurs ne s'apaisèrent pas. Les cendres du mausolée commencèrent à être vendues sur les marchés comme remède miracle contre les maladies. Les gens les frottaient sur leur peau, les saupoudraient dans leur nourriture et les mettaient sous leur oreiller. Plusieurs personnes développèrent des ulcères. L'un des marchands fut mis en pièces par une foule en colère lorsqu'un enfant qui avait avalé la poudre impériale mourut dans d'atroces souffrances. Le procès est consigné dans les chroniques de la ville de Bari. On y lit: Les cendres dégageaient une odeur nauséabonde. Elles brûlaient la langue. Le prêtre a dit: Ce ne sont pas des cendres, mais une malédiction. Bientôt, une secte se faisant appeler les Enfants du Deuxième Trône s'est formée dans le nord de l'Allemagne. Leur prophète affirmait que Frédéric n'était mort que dans son corps, mais que son esprit s'était transféré dans une entité astronomique et contrôlait désormais les événements depuis l'au-delà. Ils ont été détruits. Mais même 1 an après la mort de l'empereur, son nom ne pouvait être prononcé dans le temple. Dans un village, une femme fut lapidée à mort pour avoir mentionné le nom de Frédéric. Au cours de la 3e année qui suivit sa mort, un congrès de princes se réunit en Allemagne. Il fut décidé de réviser les frontières impériales. Le nom de Frédéric fut retiré des titres officiels. Les pièces de monnaie à son effigie furent retirées de la circulation. Les armoiries furent repeintes. Tout cela s'accompagnait d'une grande peur. On croyait que si l'image restait, l'influence resterait. Même les personnes instruites croyaient que l'esprit du défunt, qui avait pourri de son vivant, pouvait habiter un livre, une pièce de monnaie ou un sceau. L'un des rares à oser dire la vérité était le moine Ruprecht de Mayence. Il écrivit: L'Empire a pourri avec son corps. Il est devenu une ombre. Nous nous sommes accrochés à la peur, et maintenant nous nous accrochons au mensonge. Mais la pourriture ne disparaît pas si l'on ferme les yeux. Je poursuis avec la 4e et dernière partie de l'histoire. La fin est structurée de manière à révéler les conséquences ultimes de la mort de Frédéric II. Décadence politique et religieuse, peur, tentative de blanchir son image, conséquences pour ses successeurs, réaction du peuple et de l'Église, et destruction des fondements de la société. L'histoire se terminera de manière claire et sans compromis, sans longs épilogues, mais avec un sentiment distinct de catastrophe historique. 6 ans après la mort de Frédéric, son mausolée à Salerne commença à s'effondrer. Le plâtre tomba du côté sud, révélant des fissures dans les briques de calcaire en dessous, comme si quelque chose à l'intérieur poussait contre les murs. Les moines locaux ont fait appel à l'évêché,
mais n'ont reçu aucune réponse. Puis 3 d'entre eux, de leur propre initiative, ont tenté d'entourer le tombeau d'une nouvelle maçonnerie. L'un d'eux est tombé de l'échafaudage et s'est brisé le cou. Le deuxième est rapidement tombé malade et est mort, et le troisième a été frappé par la fièvre. Après cela, les travaux ont été interrompus. On croyait que le mausolée était protégé par l'abomination même laissée par le défunt. Conrad, le seul héritier restant, avait déjà renoncé à une partie de son pouvoir. Ses lettres se faisaient de plus en plus rares et ses ordres de plus en plus vagues. La chronique du monastère de Nuremberg note: Le roi écrit, mais ne parle pas. Il a ordonné le silence sur la mort de son père. Il semble craindre les mots comme il craindrait une épée. Conrad lui-même tomba ensuite malade. Il commença à souffrir de douleurs à l'estomac et d'ulcères à la bouche, et se réveillait en larmes la nuit. Le prêtre qui s'occupait de lui disait que c'est l'héritage d'un trône souillé, transmis par le sang et le silence. Les anciens conseillers de Frédéric disparurent ou furent exécutés. Ceux qui restèrent entrèrent dans des monastères ou s'enfuirent dans les Alpes. L'alchimiste Abramo, que l'empereur lui-même appelait le gardien du sel de l'âme, fut retrouvé mort dans une grotte près de Salerne. Son visage était défiguré et sa langue arrachée. On supposa qu'il s'agissait d'une vengeance de fanatiques ou de l'ancienne noblesse. Selon des témoins, les mots suivants étaient gravés sur le mur. Il savait que le corps n'était pas mort. À l'annonce de la destruction définitive du mausolée, le pape ordonna que les restes soient démolis. Cependant, un groupe de pèlerins venus du nord de la France affirma qu'il y avait un trou gris sur le site de la tombe où il était impossible de respirer. 3 personnes moururent asphyxiées. Les autres s'enfuirent. Par la suite, sur ordre du pape, le site fut clôturé par une chaîne en fer et laissé pendant des siècles à l'abandon. Pendant longtemps, la carte du Vatican a marqué cet endroit comme un point perdu. Les troubles ont continué dans les villes. Les gens refusaient de communier dans les églises si Frédéric y était mentionné. Son nom était une source de terreur. Dans une école de Bologne, des enseignants ont battu un élève pour avoir dessiné sur le mur un homme avec une couronne et des orbites vides. La peur est devenue un rituel. Les gens fumigeaient leur maison à la date anniversaire de sa mort. Les mères interdisaient à leurs enfants de donner son nom à leurs fils. Les archives montrent que 8 ans après sa mort, le nombre de suicides parmi le bas clergé en Italie et en Allemagne avait fortement augmenté. Cela s'expliquait par les troubles causés par la décadence de l'autorité légitime. Dans certaines paroisses, les gens ont commencé à perdre la foi dans les sacrements. L'un des prêtres du village a brûlé l'évangile devant ses paroissiens en criant: Si le maudit a pourri sous la croix, alors la croix ne sauve pas. Il a ensuite été condamné à mort par le feu, mais il était déjà mort empoisonné par son propre sang. L'influence de l'empereur disparut finalement une décennie plus tard. Son nom fut retiré des documents ecclésiastiques, des chroniques et même des inscriptions sur les pièces de monnaie. Les symboles héraldiques furent remplacés et aucun monarque ultérieur n'osa reprendre ces titres dans leur intégralité. Il n'était plus l'empereur du Saint-Empire romain germanique, mais était devenu le symbole de tout ce qu'il fallait éviter: la superstition, l'orgueil, l'apostasie et l'obsession de l'immortalité. Selon les chercheurs modernes, son corps s'est probablement transformé en poussière depuis longtemps, mais son lieu de sépulture n'est toujours pas reconnu comme sacré. Les touristes ne s'y rendent pas. Les habitants évitent la région. Aujourd'hui encore, dans certaines régions du sud de l'Italie, une superstition populaire veut que, si ton cœur te fait mal, ne va pas sur la tombe de l'ancien empereur. Il s'arrêtera. Frédéric II est mort physiquement, mais sa mort n'était pas la fin de la vie, mais le début de la crainte que le corps ne soit pas le temple de l'âme, mais son piège. Il était un symbole de puissance intellectuelle, d'autorité éclairée et de main ferme, mais il est mort entouré de faucons, de haillons, de plaies et de l'odeur de la chair morte. Ainsi périt l'homme qui voulait devenir le nouveau César, mais qui devint un cadavre en décomposition qui consuma son propre empire. L'empire n'était plus sacré, Rome n'était plus unie. Les gens ne croyaient plus au pouvoir ni au miracle. Après la mort de l'empereur, dont la chair mourut avant son âme, une nouvelle ère s'ouvrit. Une ère où la mort ne signifiait plus le silence, mais seulement une voix pourrissante qui ne pouvait être réduite au silence.